dans cette audience, dans cette édition, les audiences du président de la République. Le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui avec le président du groupe NCA. Les échanges ont porté sur le développement des activités du groupe NCA en Côte d'Ivoire. Les chauffeurs de taxi-compteurs ont repris le travail ce matin. La grève entamée depuis lundi a été levée hier après une rencontre tenue avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Paris, Londres, Washington temporisent. L'intervention militaire annoncée imminente en Syrie est désormais très peu probable. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne veulent se donner du temps avant toute décision. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1. Ajoutez également au sommaire de cette édition le dossier du jeudi. La rédaction de RTI1 porte un regard sur le phénomène de détournement des médicaments dans les établissements sanitaires publics. Ce sera dans quelques instants. En attendant, on prend la direction du palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui en audience le président du groupe NCA, Jean-Kakou Diagou, également président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le développement des activités du groupe NCA en Côte d'Ivoire. Ce groupe intervient dans le domaine des assurances, de la banque, de la finance et de l'immobilier. On fait le point avec Viviane Aïmer. Bel exemple de l'entrepreneuriat ivoirien, le groupe NCA qui s'illustre depuis plusieurs années dans les secteurs des assurances, de la banque, de la finance et de l'immobilier. Le président du groupe, Jean-Kakou Diagou, par ailleurs président également de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour échanger sur le développement des activités de son groupe qui occupe une place appréciable dans l'économie nationale du fait de son volume d'affaires et du nombre important d'emplois qu'il génère. J'ai discuté avec le chef de l'État du groupe NCA, du développement du groupe NCA. Je lui ai fait le point sur le développement du groupe NCA et pour qu'il soit informé de ce que nous faisons, ce que nous comptons faire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous savez, nous avons déjà 5 ou 6 sociétés. Hein. Vous savez, il y a la banque, la BIAO, qui est aujourd'hui la 3e banque de Côte d'Ivoire, que nous avions racheté à une compagnie belge et que nous avons redynamisé. Il y a NCA Assurance, qui est la 2e société d'assurance non-vie de Côte d'Ivoire. Il y a NCA Vie Assurance, qui est la 2e société vie de Côte d'Ivoire. Et il y a NCA Finance, qui est la société d'intermédiation financière du groupe. Il y a Tchebao, qui est aussi une filiale du groupe qui s'occupe de l'immobilier, de la promotion immobilière. Et nous avons des perspectives d'investissement dans l'immobilier assez importantes dans les années à venir. Les chauffeurs de taxi-compteurs ont repris le travail ce matin. La grève qu'ils ont entamée lundi dernier pour protester contre la concurrence déloyale que leur livrent les chauffeurs de voitures banalisées a été levée hier après une rencontre tenue avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un dénouement salué par les usagers, nous dit Mamadou Kwasi. Fin de calvaire pour les usagers de taxi-compteurs dans le district d'Abidjan. Les propriétaires et conducteurs de taxi-compteurs ont repris du service, mettant du coup fin à 3 jours de suspension de leurs activités. Cette reprise est le résultat de la médiation entamée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce matin, on a commencé le travail. Ce que le ministre a dit, il a retenu son parole, c'est très important parce que banaliser, ça nous fatigue un peu en tout cas. Pour le moment, ça va. Il y a des moments, il y a client, il y a des moments, il n'y a pas client. Mais ici, il y a une autre personne qui a le même travail là et qu'ils ne font pas la même tâche que vous. Donc vraiment, ça gêne. Pour les usagers du transport, c'est un véritable soulagement. Ça va bloquer un peu les activités. Tout le monde est content, quoi. Maintenant que le gouvernement trouve la première solution par rapport aux chauffeurs de taxi, comme le dit, c'est une concurrence déloyale, quoi. C'est à l'État de prendre ses responsabilités parce qu'on a besoin de tout le monde pour le développement de ce pays.
Les propriétaires et chauffeurs de taxis-compteurs ont entamé cet arrêt de travail pour dénoncer, selon eux, une concurrence déloyale menée par les taxis banalisés servant les transports publics. Une préoccupation que l'État s'emploie à prendre en compte. La télévision numérique terrestre, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Elle est annoncée pour juin 2015 et la Côte d'Ivoire a l'appui de l'UEMOA pour l'adoption d'une stratégie nationale de basculement vers le numérique. Une rencontre se tient donc depuis ce matin pour l'adoption de cette stratégie. Quels sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Christelle Menant et Hugues Viblé. Il reste à moins de 2 ans à la Côte d'Ivoire pour achever son passage de l'analogique à la télévision numérique terrestre TNT et se conformer ainsi à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications UIT. Pour tenir le délai du 17 juin 2015, plusieurs actions sont menées conjointement par le ministère de la Communication et par celui de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, l'atelier national pour la transition numérique qui se tient en ce moment à Abidjan. L'occasion est opportune pour réaffirmer le grand intérêt que le gouvernement attache au processus de migration vers la TNT, parce que convaincu et conscient de ce que la télévision numérique incarne l'avenir. L'ambition de la commission de l'UEMOA est que cet atelier national d'information sur la transition numérique soit l'occasion d'accélérer au niveau de la Côte d'Ivoire les activités entrant dans le cadre de la transition numérique, notamment la rédaction des textes juridiques devant régir le paysage audiovisuel et la création de l'opérateur de diffusion. La Côte d'Ivoire est le 7e pays à bénéficier d'un atelier national de transition numérique. La télévision numérique terrestre attendue pour 2015 permettra aux foyers de recevoir beaucoup plus de chaînes gratuites ou payantes en haute définition, d'une meilleure qualité d'image et de son. Précision, concision, fiabilité dans le traitement de l'information, c'est l'engagement que prend la RTI vis-à-vis de ses téléspectateurs. Les responsables de l'entreprise sont donc en séminaire depuis ce matin à Grand-Bassam pour réfléchir à l'amélioration du contenu et de la qualité des journaux télévisés. Des innovations sont annoncées. Les 2 rédactions RTI 1 et RTI 2 seront fusionnées. On en sait plus avec Fatou Fofana. La première chaîne et la deuxième chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI proposent en moyenne 5 sessions de l'information quotidienne à ses téléspectateurs. En sont-ils satisfaits? Quelles sont leurs attentes? Ils n'ont qu'à nous montrer plus, comment on appelle, ce qui se passe dans d'autres pays. On aimerait au moins qu'ils voient ce soir au moins 2 à 3 minutes comme ça sur un sujet. J'aimerais qu'ils ne reprennent pas trop les émissions qui sont passées. Parce qu'il y a des jours, quand on regarde le journal, le lendemain, on reproduit à presque toutes les mêmes choses. Pour répondre aux préoccupations de ces millions de téléspectateurs, la RTI se remet en question et fait un mini-bilan en vue de proposer les bases pour un fonctionnement plus professionnel et crédible. Le patron de la Maison Bleue donne des orientations à ses collaborateurs. Il est très important qu'on puisse, une fois qu'on a pris une stratégie, faire le bilan, savoir ce qui a marché, savoir ce qui n'a pas marché. De ce fait, essayer d'imaginer si certaines conclusions étaient bonnes et les poursuivre, donc simplement s'atteler à corriger les contraintes qui empêchent de les mettre en œuvre, voir si certaines préconisations étaient fausses. Donc c'est vraiment, en termes de démarche, extrêmement important d'avoir cette approche régulière. Après l'unification des rédactions de RTI 1 et RTI 2, avec un nouvel organigramme et un nouveau fonctionnement, quelle sera la nouvelle RTI? On va s'attendre à ce que tous les services soient réunifiés. Les conférences de rédaction seront communes. Nous verrons, est-ce que le 23h par exemple, est-ce qu'il ne faut pas en faire un journal des décideurs? Est-ce que RTI 2, la forme de présentation va demeurer? Est-ce qu'on va faire un journal tout en images? Rappelons que le présent séminaire intervient après celui de décembre 2012. Il vient faire le point de l'application des réformes à leur entreprise et donner de nouvelles orientations à la télévision ivoirienne. Un seul objectif pour la RTI, offrir le meilleur en termes de programmes et d'informations sur toutes ces chaînes.
En politique, Alphonse Guégué-Madi, Kouadio Konan-Bertin, Yao Kwasi, tous candidats à la présidence du PDCI-RDA, demandent le respect des tests du parti au 12e congrès du PDCI-RDA qui aura lieu en octobre prochain. Ils l'ont signifié ce matin même au cours d'une conférence de presse tenue au siège du parti à Cocody. Le reportage de Léon Bro. De 80% au décès de son père fondateur, l'électorat du PDCI-RDA 20 ans après est à moins de 25%. Chiffre avancé par Yao Kwasi, Kouadio Konan-Bertin et Alphonse Guégué-Madi. Pour ces trois candidats dans la course au fauteuil présidentiel du parti, l'essentiel qui vaut reste la redynamisation du PDCI-RDA pour la reconquête du pouvoir d'État. Une redynamisation sur la base de la démocratie et du respect des textes du parti. Il propose donc un comité paritaire pour l'organisation du 12e congrès qu'il souhaite ouvert à tous. À la question de la presse de savoir si Guégué-Madi, Yao Kwasi et Kouadio Konan-Bertin formeraient leur groupement politique en cas de rejet de leur candidature, la réponse c'est non. Nous sommes des militants purs et durs du PDCI-RDA. Nous resterons au PDCI-RDA. C'est pourquoi nous crions fort pour que le PDCI-RDA sorte de ce congrès uni, que la cohésion soit évidente et que ce soit un PDCI-RDA conquérant qui va aller à la reconquête du terrain perdu. Sur le limogeage du président de la jeunesse et du secrétaire général du parti, Guégué-Madi et Kouadio Konan-Bertin sont sans détour. Nous avons été élus par un congrès ordinaire, seul un autre peut nous destituer. Réponse négative également sur l'éventuelle unification de candidatures. Les trois conférenciers ont expliqué la tenue conjointe de ces échanges par la convergence de leurs points de vue. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire présente les opportunités d'affaires en Afrique du Sud. Une journée spéciale dédiée à ce pays a été organisée aujourd'hui. L'objectif est de permettre aux opérateurs économiques ivoiriens et sud-africains d'échanger et de renforcer leur coopération. Plus d'explications avec Gabriel Zani. Plus de 260 millions de francs CFA, c'est l'estimation des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Afrique du Sud, contre 62 millions d'importations en 2012. Ce sont essentiellement des matières agricoles, le café, le cacao, le coton et la noix de cajou que la Côte d'Ivoire exporte vers l'Afrique du Sud. Le pays, lui, est présent à Abidjan dans les domaines de la téléphonie mobile et du transport aérien. La journée dédiée à l'Afrique du Sud, organisée ce jeudi à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie, vise à donner un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Un certain nombre d'informations pratiques seront données aux entreprises ivoiriennes qui ont envie donc de développer des relations d'affaires avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le premier pays extracteur d'or et de platine dans le monde, classé parmi les pays les plus industrialisés en Afrique. Les opportunités d'affaires ne manquent pas dans le pays. South Africa offers, nous avons des infrastructures très développées, et nous avons des industries minières à la pointe. Nous voulons quelque chose qui soit comme une plateforme d'échange mutuel où nous allons proposer la technologie que nous avons acquise à des frères qui, eux, ont des idées pour utiliser cette technologie. Des investisseurs sud-africains sont déjà annoncés sur les projets de construction de logements sociaux comme opérateurs immobiliers. Les organisateurs de la journée dédiée à l'Afrique du Sud espèrent que cette rencontre permettra de renforcer les relations d'affaires ivoiro-sud-africaines. On s'intéresse au 3e forum mondial du réseau international des femmes Métropolis. Il va réunir des centaines de personnes originaires des 5 continents. Ce forum consacré aux femmes a pour thème « Femmes et conflits armés ». Le réseau international des femmes RIF est un espace d'expression sur les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes. C'est une entité de Métropolis qui est un organisme international qui regroupe tous les élus locaux, les leaders d'opinion et les dirigeants des grandes villes du monde. Son 3e forum mondial, le RIF, l'organise du 24 au 27 septembre 2013 à Abidjan. Femmes et conflits armés, c'est le thème de cette rencontre qui intervient après celle de Berlin en 2005 et de Séoul en 2009. La rencontre permettra à la Côte d'Ivoire de partager son expérience sur la gestion de la question du genre pendant la crise. Ensemble, nous allons réfléchir
quelle est la solution qu'il faille chercher ensemble. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions au mieux appliquer les résolutions qui sont prises souvent, mais quelquefois qui n'aboutissent pas, pour qu'on puisse au mieux les mettre en pratique. L'événement offre aux femmes africaines la possibilité de démontrer leur capacité d'organisation et de renforcer leur leadership. L'événement permettra également de rassurer le monde entier et particulièrement les opérateurs économiques sur la destination Ivoire. Plus de 3000 personnes en venant d'une trentaine de pays sont attendues pour cette édition. Et le reportage de Christelle Menin était commenté par Hugues Hervé Blé. Les assises de la jeunesse ivoirienne vont se tenir le 28 octobre prochain. L'attention est portée sur le thème « Jeunes, emploi, paix ». Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs, nous dit Léon Bro. L'emploi, l'éducation, la formation, la réconciliation, la cohésion sociale, la cybercriminalité. 5 jours du 28 octobre au 1er novembre 2013 pour réfléchir et trouver la contribution des jeunes à la résolution de ces questions. C'est dans le cadre des assises de la jeunesse ivoirienne à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La 3e édition de cette plateforme de concertation et d'échange d'expériences se tiendra autour du thème « Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix ». Il s'agit de réunir, de mobiliser pendant une semaine toutes les structures étatiques, non étatiques, tous les acteurs qui œuvrent pour résorber la question donc, du chômage des jeunes. Mais les jeunes revendiquent leur place dans les différents processus de prise de décision. Cette plateforme permettra aux jeunes de dire le regard qu'ils portent donc sur les initiatives prises par le gouvernement ou de certains acteurs privés. Outre les journées scientifiques et le salon de l'emploi pour mettre en contact les jeunes et les entreprises, les assises de la jeunesse enregistrent cette année 3 innovations. Le gala de clôture, la journée de prière pour la paix et le repos de l'âme des victimes des crises en Côte d'Ivoire, le concert pour la jeunesse, à travers lequel des artistes comme ceux du groupe Magic System vont sensibiliser les jeunes par la musique. Pour le dossier du jeudi, la rédaction de RTI1 porte un regard sur le phénomène de détournement des médicaments dans les établissements sanitaires publics. Un réseau de détournement existerait dans ces hôpitaux. 10 agents de santé pris en flagrant délit ont même été arrêtés. Comment enrayer ce phénomène? Le gouvernement a décidé de sévir. Le dossier de la rédaction est signé Victorine Yaoyopoui. 30 milliards de francs CFA, c'est la somme que doit débourser l'État de Côte d'Ivoire chaque année pour couvrir les besoins des populations en médicaments. À ce jour, ces besoins sont satisfaits seulement à 30%. 30% signifie que dans une structure de santé publique, dans le cadre d'une consultation ou au cours d'une hospitalisation, on a à peu près une chance sur 3 d'avoir un médicament. Pour le vérifier, nous nous rendons au CHU de Cocody. Dans ce centre hospitalier, rares sont les patients qui trouvent tous leurs médicaments sur place à la pharmacie. C'est ma fille qui est malade, on doit l'opérer. Donc, ils nous ont donné des ordonnances, on est parti. On a eu d'autres médicaments, ce qui manquait, ils ont écrit. C'est ce que je suis parti chercher. Nous, on nous a prescrit des médicaments que nous avons ici que 4 sur 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 médicaments qui manquent. Et on nous dit d'aller chercher ça au bureau. Déjà que les médicaments ne suffisent pas, ils sont souvent détournés par des agents véreux. C'était le cas le lundi 19 août dernier au CHU de Cocody, où 2 agents ont été pris la main dans le sac. Les mises en cause avaient gardé par devers eux un lot de médicaments composés essentiellement de kits de césarienne et d'accouchement. Certains de nos collaborateurs ont institué des systèmes de détournement, de vente illicite de médicaments dans les structures sanitaires. Mais c'est un comportement criminel. Les 2 individus ont été mis à la disposition de la police sanitaire et l'enquête suit son cours.
Avant, il y a eu le cas du CHU de Yopougon. Le 16 avril 2013, 8 agents de santé ont été mis aux arrêts pour vente illicite de médicaments. Ils sont en ce moment sous mandat de dépôt. Ils encourent une peine allant de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. Ces 2 cas de fraude, en l'espace de 5 mois, ont convaincu la police sanitaire de l'existence d'un réseau. Quand nous avons arrêté les agents du sud de Yopougon en son temps, ils nous ont fait croire que c'est un réseau qui s'étend dans tous les CHU et dans les autres hôpitaux, dans les autres hôpitaux généraux. Et aujourd'hui, nous pensons que ce réseau existe effectivement. Le mal est connu. Il est maintenant question de prendre les dispositions pour l'enrayer. Pour la Direction générale de la santé, le temps de la sensibilisation est passé. C'est désormais la phase de la répression. On ne veut plus se limiter au fait que, bon, on donne des avertissements et que on blâme les gens, qu'on leur donne des conseils. La période de sensibilisation est passée. Nous entamons maintenant la répression pour que ça serve d'exemple à ceux qui peuvent encore se corriger ou alors à ceux qui n'ont pas encore mis les pieds dans cette boue. Ce qui explique depuis plusieurs mois la présence d'agents de la police sanitaire dans les centres de santé. D'autres mesures sont également annoncées. Les inspecteurs de la police sanitaire sont sur le terrain. Nous allons organiser des visites, des contrôles inopinés dans ces différents CHU. Toutes les actions seront appuyées par la présence d'une brigade, brigade mobile de police sanitaire qui sera sur le terrain 24 heures sur 24. Le directeur général de la santé invite l'ensemble de la population à dénoncer tout comportement indélicat tendant à salir toutes les corporations. Si on vous a hospitalisé, si vous avez votre parent qui est malade et qu'un infirmier vous dit « Ah bon, moi j'ai ce médicament ici, il faut s'en méfier ». Le chef de l'État a promis une revalorisation salariale à tous les personnels de la santé à partir de 2014. Dès lors, il faut que les brebis galeuses qui sont dans nos rangs soient extirpées, sinon contenues, pour que l'ensemble du personnel mérite ces avantages. Il faut donc s'éloigner des malversations, du mauvais accueil. Vous êtes victime de rackets, témoin de vente illicite ou de détournement de médicaments. Vous pouvez le signaler au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en appelant le 143, c'est gratuit. Et c'est signé Victorine Yaoyoboué. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce matin la première réunion du conseil d'administration de l'Institut régional d'enseignement supérieur de la recherche en développement culturel, une école sous-régionale basée au Togo. Au cours de ces assises, les participants vont plancher sur le curricula de formation, la contribution des États membres pour le développement de cette école de formation en action culturelle. Hors de la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo est en proie à une flambée de violence dans l'est du pays. Les combats ont repris hier entre les forces du mouvement du 23 mars, M23, et les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Un casque bleu a été tué, 5 autres ont été blessés lors de cette opération. Tirs d'hélicoptères et d'artillerie. Depuis hier, l'ONU et l'armée congolaise pilonnent sans relâche les positions du M23. Leur cible, ces collines, à une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. C'est depuis ces hauteurs que les rebelles bombardent la ville depuis une semaine. 4 obus sont encore tombés hier sur Goma, tuant un civil. La MONUSCO espère faire reculer les rebelles et mettre Goma hors de leur portée. Ces actes sont non tolérables, ils sont inexcusables et nous devons les combattre. Un casque bleu a été tué hier. Il appartenait à la brigade d'intervention de l'ONU. Les combats ont aussi fait plusieurs blessés dans les rangs de l'armée et de la MONUSCO.
Critiquée pour son incapacité à protéger les civils, l'ONU est donc entrée en action, mais elle souhaite une reprise du dialogue. La porte à la négociation est ouverte à tout moment. Mais si la négociation ne peut pas aboutir, bien sûr, la FIB est là pour mettre la pression. C'est un peu la carotte et le bâton. Dans les rangs des rebelles, on dénonce le choix de la violence et on réaffirme une volonté de paix. Ce n'est pas notre choix. Notre choix est celui de la paix. Mais si cela arrive, nous avons la capacité de nous défendre. Et nous nous défendons. 48 heures après le début de l'offensive, Goma retient son souffle. La population est en colère parce que elle est embarrassée. Elle ne sait pas si elle va pour la guerre, elle doit se préparer à subir la guerre ou si elle doit s'attendre à la paix. Nous sommes fatigués avec cette guerre et nous voulons que la MONUSCO et la brigade qu'ils ont envoyée qu'ils puissent réagir. Des habitants de Goma qui espèrent en finir avec cette menace qui vient des collines. Alors qu'en début de semaine, une attaque occidentale contre le régime syrien semblait imminente, les États-Unis et leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne en tête, temporisent depuis ce matin. L'intervention militaire annoncée est désormais peu probable. Washington affirme n'avoir pas pris de décision concernant une éventuelle intervention en Syrie. Londres, de son côté, dit attendre les conclusions de l'enquête de l'ONU sur l'attaque chimique avant de décider, et la France insiste sur la solution politique pour régler la crise en Syrie. Dans l'attente du retour des inspecteurs de l'ONU prévu samedi par Ban Ki-moon, ou ultime geste pour amener Moscou à composer sur le conflit syrien, le président Barack Obama s'est posé hier en maître de la situation. Bien qu'assuré de l'accord de principe de ses alliés occidentaux et arabes pour des représailles contre le régime syrien, il a retenu une frappe donnée pour imminente. Nous n'avons pas encore pris de décision, mais la norme internationale contre l'usage d'armes chimiques doit être maintenue. Je n'ai aucun intérêt à un conflit interminable en Syrie, mais nous devons nous assurer que les pays qui rompent la norme sur des armes telles que les armes chimiques, pouvant nous menacer, rendent des comptes. Toutefois, dès l'annonce du coup de semonce, les États concernés par ce conflit se sont aussitôt mis doigt sur la gâchette. Le ministre turc des Affaires étrangères a annoncé que l'armée était en état d'alerte renforcée et que toutes les options étaient sur la table, tandis que l'Iran, allié stratégique et tactique de Damas, brandissait, lui, la menace d'une réaction syrienne. L'armée syrienne reste loyale au gouvernement du président Assad. Elle est prête à protéger le pays et maintenir la stabilité. Des missiles ont déjà été déployés en direction d'Israël. De son côté, Israël a autorisé un rappel limité des réservistes et déployé des batteries antimissiles à sa frontière nord. Notre doigt ne va pas appuyer à la légère sur la gâchette. Mais quiconque autour de nous prétend nous menacer encourra toute notre puissance s'il tentait de nuire à nos citoyens. Recevant ce jeudi à l'Élysée le chef de l'opposition syrienne, François Hollande a en tout cas réaffirmé la nécessité pour la communauté internationale d'être capable de donner un coup d'arrêt à la violence en Syrie. Et retenez que les responsables de la RTI sont en séminaire à Grand Bassam depuis ce matin pour réfléchir à l'amélioration du contenu et de la qualité des journaux télévisés. Des innovations sont annoncées. Les deux rédactions RTI 1 et RTI 2 seront fusionnées. Nous en saurons davantage dans les jours prochains, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet www.rti.ci. Merci de votre attention.